Bonsoir, donc re-bienvenue dans cette nouvelle chronique, ce hors-série de Laurent Gaillard Football Crème. Évidemment, c'est un hors-série, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert une chronique. Et en tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Et je suis très content de vous retrouver. Donc, ce hors-série, puisqu'il a lieu un mardi, habituellement, c'est vrai qu'elles ont lieu le dimanche, mes chroniques, à ne pas manquer. Laurent Gaillard Football Crème, évidemment. Donc là, c'est hors série un mardi, évidemment, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je dois vous dire que c'est un hors série qu'il fallait absolument sortir. Ça aurait été presque un crime de ne pas le faire, tant il s'est passé des choses vraiment à tous les niveaux ces dernières semaines et surtout la semaine dernière. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Beaucoup de choses, beaucoup de péripéties se sont passées. Donc pour moi, ça aurait été une faute professionnelle de ne pas sortir ce hors-série de Laurent Gaillard Football Blog avec un sommaire très alléchant, un programme très alléchant. Croyez-moi, on va pas s'ennuyer. On va évidemment, même si on en a parlé maintes et maintes fois, je me dois de revenir là-dessus sur cette fameuse remontada du Barça face au PSG, car pour moi, il y a eu un crime qui s'est passé, c'est pratiquement un viol, un meurtre qui s'est passé mercredi dernier, lors de cette fameuse remontada. On en débattra, on reviendra longuement sur cet épisode et l'épilogue tragique pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va embrayer avec l'Olympique lyonnais, qui alterne le bon et le moins bon, mais ils s'en sont plutôt une bonne passe en ce moment avec un football champagne, vraiment un football offensif. Les supporters qui viennent au Parc OL en ce moment doivent se régaler. Il y a but sur but, donc vraiment un Olympique lyonnais de feu et de gala. On a pu le constater d'ailleurs dimanche face à Toulouse, c'est Toulouse qui en a fait les frais. Et ensuite, on va aussi parler Ligue des Champions, évidemment. Là, il est moins question de championnat, évidemment, vu qu'on est en semaine. D'habitude, on balaye l'actualité footballistique européenne, plus s'il y a eu un match de Ligue des Champions la semaine précédente. Mais là, ce n'est pas le cas. On va plutôt balayer l'actualité de Ligue des Champions, car il y a du très lourd. On a assisté déjà à une première manche avec les matchs du Arsenal-Bayern, du PSG-Barça. Là, on atteint la seconde lame du couteau, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins intéressant quand même. Il y a quand même Porto au Juventus Stadium, qui promet d'être assez alléchant, même si le suspense n'est pas au rendez-vous. Mais par contre, là où je vais vraiment appuyer, insister là-dessus, c'est sur la rencontre de demain. Toute la France du football, je pense, sera derrière Monaco face à Manchester City, puisque c'est le dernier représentant en Ligue des Champions et Monaco a vraiment une carte à jouer vraiment son élan offensif et sa puissance de frappe, illustrée par Bernardo Silva. Et on va revenir longuement sur le côté tactique avant ce match, faire un avant-match, les compos probables, les grands absents, et un peu étudier comment doit jouer cet AS Monaco. Mais premièrement, donc on va revenir, même si je pense que vous avez déjà été peut-être un petit peu à la limite, permet l'expression un peu gavé par le sujet. Mais je crois que de toute façon, il n'y a qu'une semaine à peine que ce match s'est passé. Et puis je crois que dans des années, on en reparlera. Alors c'est pour vous dire que si on en parle pendant une semaine, à mon avis, ce n'est que le strict minimum. On va en reparler pendant des années, c'est du jamais vu. On va revenir sur les faits. Donc le Paris Saint-Germain menait 4-0 contre le Barça il y a 3 semaines de ça, avant ce match retour. Tout le monde voyait donc les Parisiens déjà qualifiés à quasiment 100%. Aucune équipe en 62 ans de Coupe d'Europe ne l'avait fait. C'est-à-dire renverser la vapeur, faire une remontada en ayant perdu le match aller 4-0 et se qualifier au match retour relevait de l'exploit, du miracle, tout ce qu'on veut. Même s'il se disait dans les journaux ou au niveau des connaisseurs que seul le Barça pouvait le faire, c'est vrai que sa puissance de frappe aussi pouvait le faire. Mais ce n'est jamais arrivé. C'est la plus lourde défaite du Paris Saint-Germain en 45 ans. Depuis 45 ans, c'est la plus grosse défaite en Coupe d'Europe pour ces Parisiens. Donc c'est vrai que ça interpelle tout ça. Surtout quand on est le PSG, qu'on a des ambitions. Donc le Paris Saint-Germain s'est incliné la semaine dernière 6 buts à 1. Un coup sur la tête, un coup de massue. Vraiment un coup de marteau. C'est vraiment pas bon à vivre. Mais en tout cas, les faits sont là. Ils ont perdu 6-1.
Ils ont perdu 6-1 après avoir gagné 4-0 au match aller. C'est inexplicable. On va tenter quand même de l'expliquer, bien sûr, hein. Donc, moi, je vois qu'en tout cas, le Paris Saint-Germain a joué hyper bas, comme on ne les a jamais vus jouer. Jamais le Paris Saint-Germain n'a joué aussi bas que lors de ce match retour face au Barça au Camp Nou. On aurait dit des enfants qui avaient peur des adultes. Le Barça, c'était des adultes, eux, c'était les minots, les enfants. Parce qu'ils ont vraiment joué avec la peur au ventre, ce qui est franchement dommage. Après, le Barça n'a pas été énorme, hein. Moi, c'est ce que vraiment je veux souligner, c'est que le Barça n'a pas été énormissime offensivement. Après, c'est clair qu'au niveau de la conquête, au niveau de l'envie, au niveau de l'impact, au niveau du pressing, là, ils ont fait ce qu'il fallait. Il n'y a, y a pas photo. Le Paris Saint-Germain s'est fait croquer, s'est fait manger. Dans l'impact, ils se sont fait mais, dévorer. Le Paris Saint-Germain est allé au Camp Nou en big team, en disant on a 4 buts d'avance, on peut y aller, on peut subir, on ne perdra jamais par plus de 4 buts d'écart. Mais ils ont cru qu'ils étaient où? Ils ont cru qu'ils jouaient contre quelle équipe? Ils se disent le foot, tout est possible. Et on l'a vu d'ailleurs avec cette remontada qui va faire vraiment le tour du monde et dans des décennies on en reparlera. Pour moi, tu joues un match, même si je sais que voilà, c'est un match à élimination directe, c'est pas la même chose. Tu joues un match pour le gagner, pour ne pas le perdre, en tout cas quand c'est un match comme ça. C'est une faute professionnelle. Tu joues un match, tu joues contre le Barça, je suis d'accord, mais tu es le Paris Saint-Germain, tu as l'effectif que tu as des joueurs qui sont expérimentés, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Donc, des Thiago Silva, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je suis désolé. Thiago Silva, ça a été un bon joueur. Moi, je parle au passé. Pour moi, il est en fin de cycle, c'est net. Et puis, il n'a pas l'âme d'un capitaine. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu une seule fois pendant le match haranguer ses troupes, leur dire allez les gars, on y va, maintenant on se bat. Enfin vraiment, vraiment les booster, les réveiller, leur donner un semblant de combativité. Je n'ai pas vu de révolte. Et ça manque dans un match comme ça, quand tu joues contre le Barça, que tu passes d'éliminer le Barça, qualification pour le quart de finale. Ben, moi, je suis désolé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un patron, quelqu'un qui l'ouvre sur le terrain, quelqu'un qui vous mette la pression, entre guillemets. Parce que là, on l'a pas vu. Et dans une grande équipe, c'est très, 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 très important. C'est très important d'avoir un leader charismatique. Et là, on le voit pas. Donc moi, à mon avis, ça va être l'été prochain. C'est vrai qu'on a vu Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, dire que dans les médias, qu'il va y avoir un été agité pour le Paris Saint-Germain. Je l'entends bien. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Enfin, il y a une fin de cycle au PSG, c'est net. Ça, c'est clair et net. Après, il y a des jeunes, hein, qui arrivent, là, qui sont arrivés, là, comme Draxler, et qui permettent aussi de recycler, hein, le PSG, c'est le cas de le dire, hein. Et tant mieux, parce que là, il y a des joueurs qui sont vraiment en fin de cycle. Je pense à Odo Thiago, hein, Thiago Motta, Thiago Silva, ils sont en fin de cycle. Voilà, Maxwell, ils l'ont compris, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit un peu moins cette année. Et cette année partie, voilà. Cavani aussi, il fait une super saison, il aurait mérité de faire mieux que huitième de finale. Mais on l'a vu, la faillite, elle est mentale. Elle est mentale. Moi, je regarde des matchs depuis au moins 25 ans, je regarde des matchs. Je regarde des matchs depuis 25 ans, ça doit faire. J'ai jamais vu une équipe à la 88e qui, bon, qui a 3 buts d'avance, on va dire, parce qu'il fallait que le Barça en marque 3 à la 88e. Et encaisser 3 buts entre la 88e et la 95e. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est de l'irréel, c'est aux frontières du réel pour moi. C'est de la fiction, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Et c'est mental pour moi, c'est mental de prendre 3 buts comme ça. Après, vous allez me dire l'arbitrage, bien sûr que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Mais on ne peut pas se cacher derrière l'arbitrage quand on prend 6 buts contre le Barça et qu'on prend 3 buts en 6 minutes. On ne peut pas se cacher derrière ça, je suis désolé. Il y a des questions à se poser, il y a des bonnes questions à se poser. La faillite, elle est mentale. Pour moi, elle est mentale. La préparation mentale, elle a été, je pèse mes mots, mais elle a été inexistante, nulle. Ce n'est pas possible de faillir comme ça mentalement dans un match
aussi important que c'est pratiquement le match qui déterminait la saison du PSG. C'est le match qui déterminait la saison du PSG. Parce que là, franchement, vous prenez cette claque, mais allez vous en relever. Allez après retourner en championnat, batailler, mettre le bleu de chauffe pour aller jouer contre Angers, pour aller jouer contre. Je veux pas faire de causer de préjudice à ces équipes, hein, je veux pas leur manquer de respect. Mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Quand vous êtes le Barça, Angers, il y a un monde. On est d'accord. Voilà. Après, Angers, c'est pas l'équipe évidente à jouer en plus. Donc voilà. Mais à un moment, après, il faut y aller, retourner à se motiver. En plus, ils sont pas leaders en plus. Ils doivent aller chercher Monaco. Ils vont les jouer en finale de la Coupe de la Ligue. Quand tu sors d'une désillusion pareille, que tu prends une claque pareille, psychologiquement, il faut vraiment être costaud, costaud, costaud. Croyez-moi en. Peut-être pas l'expérience, mais en tant que compétiteur sportif, je peux vous dire que psychologiquement, on s'en relève pas comme ça. On l'a vu, hein, ils ont joué contre Lorient. Heureusement, moi je vais dire qu'ils ont joué contre le dernier du championnat de Lorient. Heureusement pour eux. Ils ont gagné 2-1. C'est juste 2-1. Parce que s'ils avaient joué contre une toute autre équipe, je peux vous assurer à 99% que le PSG ne s'en sortait pas. C'est impossible de se remettre d'une telle claque. D'ailleurs, personne ne l'a jamais connu parce que ce n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, pour moi, la faillite, elle est à ce niveau-là. Elle est mentale. Et mentalement, ça va être très, très, très compliqué. On va peut-être assister à quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 4-5 ans au PSG avec l'RQSI. C'est une saison blanche. Il faut l'envisager, ça. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut l'envisager. Puisque Monaco risque d'être champion. Ils sont bien partis en tout cas. Ils sont sur la dynamique qu'il faut. Ils ont, euh, ils ont le feu dans les jambes. Ils ont 3 points d'avance sur le PSG. La double confrontation a déjà eu lieu. Donc Paris ne pourra plus gratter de points contre eux directement. Donc, et Monaco est très impressionnant. Donc, ce sera Paris de suivre la cadence derrière. Croyez-moi, ça va pas être simple. Et avec la finale de la Coupe de la Ligue qui va justement au Parc OL, et ben croyez-moi que ça va valoir le détour. Et il faut y songer. Faut que Nasser Al-Haïfi il y songe, hein, parce que là, la saison blanche, elle se profile pour lui. Hein. Finale de la Coupe de la Ligue, elle n'est pas gagnée, loin de la contre Monaco. Championnat, c'est pareil contre Monaco, il n'est pas gagné. La Coupe de France, bon, on est au stade des quarts finales, donc il y a encore un peu de chemin. Mais donc voilà, on a critiqué Laurent Blanc, c'est vrai qu'il a fait 3 années, il a pas réussi à dépasser les quarts de finale, et le PSG voulait franchir un palier. Ça, c'est compréhensible, hein, c'est tout à fait logique. Et on voit que finalement, il n'y a pas de palier franchi parce qu'il y a une régression. On fait moins bien que l'année dernière. Bon, après, si on parle au niveau de championnat, c'est vrai que l'adversité est plus importante cette année. Le PSG a des concurrents à une toute autre adversité, hein, quand même. Bon, même si le résultat, la qualité de jeu est tellement différente, en tout cas, Ligue des Champions, il faut moins bien. Après, 8 de finale, c'est fini. Au revoir, bye bye, on rentre à la maison. L'année dernière, au moins, quart de finale, ça s'est joué à pas grand chose, même si l'appréhension de quart de finale contre Manchester City prête à débat aussi. Mais voilà, le constat, il est clair en tout cas. Donc voilà. Puis je voulais vous rappeler quelques chiffres quand même qui m'ont vraiment alarmé, moi, qui m'ont vraiment alarmé. Et c'est la dernière chose que je veux dire, et c'est sur lequel je voudrais vraiment appuyer dessus. C'est-à-dire que le PSG, dans statistique qui est sortie, les 10 dernières minutes de Barça PSG, le PSG n'a réalisé que seulement 4 passes. 4 passes en 10 minutes. Une équipe professionnelle du niveau du PSG qui n'a pas réussi à aligner plus de 4 passes. Et en plus, dans les statistiques, il y a des passes qui sont comptées aux engagements. Donc vous imaginez quand même comment il y a une faillite collective et mentale, mais je vais insister sur mental parce que pour moi, elle est vraiment mentale. Il y a d'autres chiffres aussi qui sont très 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 mal, très 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 éloquents, même je dirais. C'est que le joueur qui a touché le plus de ballons lors du match, du côté parisien, c'est Kevin Trapp, le gardien. Le gardien Kevin Trapp a touché 50 ballons. 50 ballons. Je crois qu'il a jamais dû toucher autant de ballons dans ce match. Pour moi, c'est juste hallucinant. Après, c'est les deux autres qui ont touché le plus de ballons. Il me semble que c'est Marquinhos 49 et Thiago Silva 48. Donc ça vous donne déjà une idée de ce qui s'est passé. Voilà, on va refermer cette page Paris Saint-Germain et la déroute, le naufrage, hein, et la remontada du Barça. On va l'entendre parler. Ça va vraiment être le mot à la mode, la remontada maintenant, hein.
là, on en a eu la preuve. Donc voilà. Et je vais enchaîner justement maintenant avec la Ligue des Champions, toujours, parce qu'on reste dans la Ligue des Champions, et le match de Monaco. Et la double confrontation donc, de Monaco face à Manchester City de Pep Guardiola, avec un match aller où le match s'est soldé donc, par un 5-3 pour Manchester City, les hommes de Pep Guardiola. Un match très spectaculaire, 5-3. Monaco, c'est vrai, a marqué 3 buts à l'extérieur, qui est une belle performance, mais on en a pris 5. C'est le gros bémol quand même. Il va falloir gagner avec 2 buts d'écart. 2-0, 3-1, 4-2 pour Monaco, ça passerait. Ça va pas être une mince affaire quand même face à une belle équipe de Manchester City. C'est vrai qu'il y a des carences défensives, mais offensivement, en tout cas, c'est assez impressionnant aussi du côté de Man City. Même si en championnat, ils sont pas trop mal classés. Il me semble, à la troisième place. Je n'ai pas vérifié le classement, mais ils sont plutôt bien parce qu'ils étaient très bien partis, je dirais, les 5-6 premières journées. Ensuite, il y a eu un gros coup de mou, un gros trou. Puis là, ils sont revenus. Ils sont deuxième, troisième. C'est avec Tottenham, c'est assez serré. En tout cas, Chelsea est intouchable de toute façon. Donc voilà. Et une belle équipe de Man City, justement, pour Monaco, qui est dommage parce qu'au match aller, ils avaient pour moi un moment le match en main. Il y a Falcao qui rate ce penalty, ça peut faire 2 buts d'écart. Finalement, c'est Man City qui revient. Monaco reprend l'avantage. Ils sont réalisés, ils prennent 2 buts assez rapidement aussi par des erreurs quand même défensives assez criants quand même. C'est des cadeaux, pas comme l'a fait le Paris Saint-Germain, mais c'est des cadeaux un petit peu bêtes à ce niveau-là, je trouve. Après, ils conservent leur chance au niveau du match retour quand même, parce que voilà, 5-3, ce n'est pas impossible au niveau de la remontada. Ah ouais, maintenant vous l'avez l'entendre, remontada. Ça va être hashtag remontada maintenant. Je peux vous le dire, sur tous les réseaux sociaux, ça va tweeter, ça va partir sur Instagram, sur YouTube, partout. Ah ouais, non, mais la remontada, ça va être le mot à la mode, je peux vous le dire. En tout cas, voilà, donc Monaco, que doit faire Monaco demain? Que doit faire Monaco? Monaco a un absent quand même en défense pour moi qui risque de leur porter assez préjudice. C'est le défenseur polonais Glick, qui est vraiment le patron de cette défense, qui maintient la défense de Monaco. Parce qu'évidemment, Monaco se porte beaucoup, beaucoup, beaucoup vers l'avant. Avec une 84 buts déjà marqués en championnat, c'est quand même énorme. En 29 matchs, si je ne me trompe pas. Quasiment une moyenne de 3 buts par match, c'est du exceptionnel. Des statistiques de PlayStation, quasiment, à la FIFA. Donc voilà, c'est une équipe forcément qui se porte beaucoup vers l'avant, avec la projection des latéraux, avec les milieux aussi qui se projettent. Donc forcément, il y a un peu le revers de la médaille, il y a un peu des espaces dont certaines équipes aiment bien s'engouffrer. Mais c'est un beau football, il n'y a pas à le dire. Mais c'est justement peut-être le petit bémol face à Man City, c'est qu'on l'a vu, ils adorent se projeter. Et on l'a vu qu'ils ont laissé des brèches contre City. City s'y engouffré. Donc il va falloir, à mon avis, être un peu plus équilibré sur ce match. Pas faire n'importe quoi. Jouer, bien sûr, pas sans calculer, mais jouer comme ils savent le faire, avec Bernardo Silva qui mène l'attaque, un Falcao qui sera là. Il y avait des doutes sur sa présence, mais en tout cas, je pense qu'il sera là. Avec Mbappé, Kylian Mbappé, qui a du feu dans les jambes, ce petit jeune de 18 ans, qui a le feu de Dieu et qui sera présent dans l'équipe, je peux vous le garantir. Et c'est vrai qu'on a des garanties avec cette paire de terrain. Chemeo, Bagayoko et Fabinho, vraiment une paire très complémentaire qu'on ne soupçonnait pas au début de saison. Puis devant, avec Lemar, Bernardo Silva, Mbappé, Falcao, ça va vite avec les deux latéraux. Sidibé, Mendy en plus qui apporte sur nombre, qui se projette. C'est vraiment une belle équipe. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a de quoi faire un résultat. Mais il faudra quand même être équilibré et pas faire n'importe quoi. Face à Man City qui à mon avis, joue gros quand même aussi sur ce match. Parce que en championnat, ils ne peuvent plus rien espérer. Ils sont largués. Il y a encore ce cup avec la demi-finale face à Arsenal. Donc, faudra se méfier en tout cas.
moi, je vois bien Monaco quand même créer l'exploit, faire quelque chose parce qu'ils sont vraiment, ils font la saison de leur vie quasiment. Franchement, c'est époustouflant. Même Man City les craint à ce niveau-là, donc c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Donc voilà, en tout cas, on verra demain avec une issue positive pour les Monégasques, en espérant vraiment une issue positive pour ces Monégasques, hein, qui le méritent. Car moi, je suis vraiment pour le football offensif, le football, le jeu, le football champagne. Enfin, voilà. Voilà, on va refermer cette page monégasque en attendant demain. Et on leur souhaite en tout cas on leur souhaite le meilleur et de se qualifier. Voilà, donc on va finir donc par l'Olympique lyonnais, par l'Europa League, bien sûr, parce que l'Europa League se dispute après la Ligue des Champions. Donc le match de jeudi pour l'Olympique lyonnais face à la Roma, le match retour, hein. Il y a pas mal de choses à dire côté lyonnais. On va récapituler un petit peu des résultats qu'ils ont eu ces derniers temps, hein. Lyon, c'est vrai qu'il a pas mal joué à domicile quand même, il faut le dire. Beaucoup joué à domicile ces derniers temps et Lyon est vraiment intraitable à domicile, hein. Et bon, il y a eu aussi le match à Alkmaar aussi en Europa League, où ils ont aussi cartonné. Il y a eu depuis le 4-1 à Alkmaar. Il y a eu le 4-2 contre Dijon qui a été un peu plus laborieux, mais il y a quand même encore 4 buts, donc offensivement c'est là. Il y a eu le retour 7-1 face à Alkmaar qui a été vraiment retentissant. Il y a eu ce match nul à Bordeaux, avec une composition de Genesio un peu discutable. Fekir qui, je pourrais le redire, et je pense qu'il commence à s'en apercevoir, et Fekir lui a fait comprendre, c'est que Fekir c'est pas un ailier. C'est pas un ailier. C'est tout sauf un ailier. Il serait même meilleur en milieu relayeur qu'en ailier. Fekir, c'est un joueur axial. Il est là pour percer les lignes, pour briser les lignes. Voilà, il est là pour casser des reins, il est là pour faire mal, mais il n'est pas là pour aller sur le côté, déborder, centrer, non. Et, euh, et ça, je crois qu'il l'a très bien compris. Donc voilà. Donc j'en étais à ce 1 partout contre Bordeaux. Ensuite, il y a eu ce 4-2 contre l'AS Roma, assez retentissant aussi. Il y a eu ce 5-0, excusez-moi, avant contre Metz aussi. Il y a eu ce 5-0 contre Metz. Et il y a eu ce 4-2 contre la Roma, c'est assez incroyable quand même, parce que Lyon était mené 2-1 en mi-temps. Puis il y a eu vraiment une métamorphose des Lyonnais en deuxième mi-temps. Puis là, il y a eu tout récemment ce 4-0 de Lyon contre Toulouse, sans Alexandre Lacazette et sans Tolisso. Surtout sans Alexandre Lacazette, avec une force de frappe encore à 4 buts. C'est assez impressionnant d'avoir 6 joueurs offensifs côté lyonnais de ce niveau. Je crois qu'il y a même quasiment très peu d'équipes en Europe. En tout cas, en France, à part le PSG, il n'y a aucune équipe qui peut se targuer d'avoir 6 joueurs de ce niveau-là. Offensivement, c'est incroyable. Lacazette, Fekir, Depay, Cornet, Valbuena, Guézal. C'est incroyable. Moi qui suis Lyon depuis toujours, je n'ai jamais vu, même Lyon à sa belle époque, hein, avec Govou, Malouda, Essien, Juninho, Diarra, Thiago, tout ça, qui avait vraiment une équipe super puissante, un bloc, mais c'est plus offensivement que ça pêchait justement avec plutôt au poste d'avant-centre. Mais alors là, même là, on avait, bon, par contre, on avait une meilleure défense, un milieu qui était beaucoup plus puissant. Mais offensivement, moi, je n'ai jamais vu Lyon avoir une ligne d'attaque. Et pourtant, c'est une ligne d'attaque qui est à 80% formée au club. Enfin, ouais. Cornet, on peut pas dire qu'il est vraiment. Mais bon, c'est un jeune qu'on a formé, qu'on a pris, entre guillemets. Parce que sinon, vous avez Lacazette, Fekir, Guézal qui sont formés au club. Vous avez Cornet qu'on a pris il y a quasiment 2 ans, qu'on a plus ou moins révélé formé. De paille qu'on vient d'acheter, puis Valbuena. Bon, même à 50%, vous avez une ligne d'attaque qui est formée au club sur les 6, plus un joueur recruté jeune et formé à Lyon. Donc ça, c'est impressionnant. Une ligne d'attaque de 6 joueurs comme ça, c'est impressionnant. Même le Real Madrid, même le Real, même le Barça, ils n'ont pas 6 joueurs comme ça. Bon, le Barça, ils ont 3 joueurs, c'est clair que c'est inconcurrençable, mais bon, bref. Et tout ça pour dire que voilà, on a une force de frappe offensive à Lyon, c'est impressionnant. Je suis Lyon depuis toujours, depuis que je suis gamin, et je n'ai jamais vu une attaque pareille à Lyon. Des joueurs offensivement aussi forts et aussi talentueux, aussi doués. Je n'ai jamais vu ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas la défense qui va avec. Même si je ne veux pas faire offense aux défenseurs, hein, ils ont le niveau qu'ils ont, hein. Mais voilà. Et franchement, en tout
cas, il y a une statistique qui est tombée, hein, c'est que Lyon, sur les 6 derniers matchs au Parc OL, c'est 28 buts inscrits sur les 6 derniers matchs au Parc OL par les Lyonnais. 28 buts en 6 matchs. Ça fait une moyenne de plus de 4 buts par match. C'est énormissime. Et puis si on prend la Ligue Europa, on vient d'effectuer 3 matchs en Ligue Europa, c'est 15 buts marqués en 3 matchs. 15 buts marqués en 3 matchs. Ça fait une moyenne aussi de 5 buts par match. En tout cas, et pour en revenir à nos moutons, en revenir à Lyon et cette préparation du match retour face à la Roma au stade olympique à Rome, face à une redoutable équipe romaine qui est deuxième en championnat, même s'ils ont une dynamique un peu moins favorable ces derniers temps. C'est un match où il va falloir être costaud. Et en tout cas, il va falloir y aller en ne concédant pas plus de 2 buts d'écart. Mais pour moi, il ne faut pas y aller comme ça. Il faut y aller pour dire c'est un match, ça va être compliqué à Rome, il faut être solide. Mais il faut y aller pour se dire on ne le perd pas ce match. Même on le gagne. On a gagné à Monaco en championnat. En étant offensif, en jouant. Il ne faut pas fustiger le jeu, il ne faut pas se moquer du jeu. Sinon, tu as le revers de la médaille tout de suite. Il te revient comme un boomerang. Donc, il faut y aller pour jouer, pour marquer déjà. Ça, c'est sûr. Avec la force de frappe qu'on a, le potentiel offensif, on ne peut pas y aller en disant on va jouer bloc bas, on va les attendre plus ou moins. Non, on doit y aller, on va jouer. Il faut exploiter le moindre contre, la moindre occasion, la moindre faille. Pour moi, il faut y aller comme ça. Alors, en tout cas, j'espère que les élèves vont aller dans ce sens-là. Et moi, si je devais faire une compo, déjà, je jouerais en 4-2-3-1. Parce que moi, j'en aurais marre de Fekir. Et si tu joues dans un 4-3-3, tu te passes de Fekir. Parce que Fekir, on a vu dans un 4-3-3, ce n'est pas un schéma fait pour lui. Pas du tout. Et en ce moment, il est quand même en assez grande forme, Fekir, hein. Il met un but assez important contre la Roma. Dès son entrée, 3 minutes après, il marque le but du 3-2. Qui lui permet de prendre l'avantage face à la Roma. Et que dire du but de la Casette après le 4-2. C'est la cerise sur le gâteau parce qu'il a fait un match énorme. Donc Fekir, pour moi, il doit être aligné. Pour moi, il doit être aligné. En tout cas, je jouerais plutôt comme ça. Moi. Je jouerais bien avec 4 défenseurs. Je pourrais. Je jouerais presque avec Mapou, parce que Mapou, il les connaît. Mapou, il vient de la Roma, il ne faut pas l'oublier. Hein, Mapou. Il connaît le championnat italien. Il a joué à l'époque de Garcia. Il était à la Roma. Donc il les connaît, les Romains. Il les connaît, les joueurs. Moi, je mettrais Mapou. Je mettrais Mapou Mamana. Parce que Diakabi, c'est vrai qu'il est important, il a vraiment une puissance, il est bon de la tête, tout ça. Mais à un moment, il est quand même jeune. Et dans la relance, il fait peur quand même. On l'a vu contre la Roma au match aller. Il veut relancer, il veut prendre la balle, il fait une feinte de corps, il glisse et ça occasionne le but de Mohamed Salah avec la Roma. Donc, moi, je mettrais bien Mamana et puis Mapou. Avec sur les côtés, Raphaël, s'il est encore pas apte, Morel Jallet, ça, je trouve que ça va pas mal. Je trouve que Jallet, il revient bien, il revient vraiment bien, Jallet. Il est vraiment intéressant. Bon, c'était Toulouse, après en face, voilà, mais il fait un but, une passe décisive. Euh, il est rentré contre la Roma, il a fait une super rentrée. Puis c'est quasiment lui le capitaine. On dit que c'est Gonalon, mais c'est lui à chaque fois qu'on voit qui pousse le coup de gueule, qui est là. Il remeute les troupes. Enfin, on le voit, on le sent dans ses prises de parole devant les médias. Puis là, apparemment, il a pris aussi la parole. Donc voilà, moi j'aime bien les gens qui prennent leurs responsabilités comme ça. C'est important, même si c'est pas le capitaine Gonalon, il y a d'autres joueurs qui sont capables de prendre la parole aussi. Il a l'expérience, le vécu, voilà, il a la légitimité de le faire, voilà, avec tous ces jeunes. Donc, voilà, je mettrais cette équipe-là en défense. Au milieu de terrain, on irait donc avec un 4-2-3 avec ouais, Tolisso Gonalon. Et moi, j'aurais presque envie de mettre Touzard. Mais bon, ça, il faut peut-être privilégier aussi l'expérience. Mais Touzard, il est tellement énorme en ce moment. Mais il est tellement, mais énorme. Et il n'a que 19 ans, il va avoir 20 ans. Mais il est tellement énorme que presque envie de le mettre avec Tolisso. Bon, voilà, ça se discuterait entre lui et Gonalon. Ensuite, je mettrai le Quatuor devant. Hein, je me pose pas de questions. Hein, je mets Fekir en 10.
euh, Valbuena à gauche, Gueza à la droite et la Lacazette en pointe. Et voilà, une équipe équilibrée pour moi, offensive, capable d'aller faire un résultat. Voilà, en tout cas, en espérant une issue positive pour ces deux équipes, Monaco et Lyon, hein. Au moins, on aura encore deux équipes pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, ça serait quand même assez bien. Pour aussi l'indice UEFA français, quand même, qui est très 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 important, qui permettrait peut-être au troisième de ne faire qu'un tour préliminaire pour la Ligue des Champions et pas deux, comme c'est le cas actuellement. Voilà, en tout cas, c'était mes analyses, hein, mes coups de gueule, comme vous avez l'habitude avec le Laurent Gaillard Football Crème. Donc mes analyses assez originales et assez, comme vous pouvez le qualifier, hein, vous le qualifiez vous-même, et en tout cas en espérant vous avoir bien diverti, vous avoir bien convaincu, et en tout cas avoir apporté un petit peu peut-être un petit peu des lumières, hein, un petit peu sur ce qui s'est passé, peut-être une analyse différente que vous n'auriez pas vue, ou vous auriez peut-être vu les choses sous un autre angle. Moi, je vous apporte un angle un peu différent, un peu plus direct. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, je serai heureux de vous revoir et de vous retrouver devant ce Laurent Gaillard Football Crème, hein, qui sera peut-être pas un hors-série comme celui-là, mais qui sera plus un classique du week-end. Et en tout cas, les hors-séries, je pense qu'il y en aura d'autres, hein, si on a d'autres coups, d'autres remontadas comme on a eu, ou d'autres coups de gueule que je ne peux pas m'empêcher de retenir. Et ça a été le cas ce soir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et vous aussi, j'espère. Et je vous souhaite une bonne soirée, bon match, bonne Ligue des Champions. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.